Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi soir, c'est live comme tous les jeudis. Alors aujourd'hui, c'est le retour de Madame Valérie Bugeaud, docteur en droit, chercheuse indépendante, analyse de géopolitique juridique. On devait normalement faire un live ensemble après les présidentielles, mais on s'est dit non, la première fois, elles étaient tellement bien que voilà, on n'a pas pu parler de tout. Et donc du coup, Valérie Bugeaud revient plus vite que prévu. Bonsoir, chère Valérie, comment allez-vous? Bonsoir Mike, mille merci de me recevoir à nouveau. Écoutez, dans cette tourmente géopolitique, on essaye d'essayer de comprendre, continuer à comprendre ce qui se passe et franchement, sans flancher devant l'angoisse ou je ne sais quoi, parce que c'est vrai que là, il y a une accélération subite des événements géopolitiques, en Et justement, particulier. qu'est-ce que vous en pensez là de cette journée un peu décisive? Mais j'en pense que les gens qui sont aux manettes, à l'ouest, c'est-à-dire, dans tous les sens du terme à mon avis, vont être contraints d'aller jusqu'au bout. De toute façon, je pense que ces gens-là sont acculés, ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre. Je m'attendais à des faux drapeaux, mais peut-être qu'ils n'auront pas besoin de faux drapeaux étant donné qu'ils prendront prétexte, de défendre un pays qui n'est pas dans l'OTAN, mais qui est allié de l'OTAN. Je ne sais pas, ça pourrait prendre des proportions, vraiment, dramatiques. Je ne sais pas si ça arrivera. Est-ce que les militaires aux commandes seront assez sages pour, renoncer? Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Parce que C'est ça, vrai que si ça peut aller le très loin. ça peut aller très loin. Nous, on a déjà eu 2 guerres mondiales sur notre territoire, hein, en Europe et en particulier en France. Je pense que la troisième aura raison des Européens, quoi. Enfin, il ne restera plus d'Européens, c'est tout. Ça sera, tabula rasa, hein. Il faut être lucide quand même sur les enjeux et puis les conséquences. Évidemment, ceux qui tirent les ficelles, par derrière ne sont jamais concernés par les bombardements, hein. Bien Comprenez bien sûr. que les gens, de la City, se réfugient dans les endroits les plus loin possibles de la guerre. Donc ces gens-là devraient plutôt être visés, par le biais des paradis fiscaux, par exemple, mais en dehors de ça, je trouve très injuste que les populations soient toujours les victimes expiatoires de crimes qu'elles n'ont pas commis, à part celui d'avoir été naïve, celui d'avoir été, oui, naïve, c'est-à-dire d'avoir laissé au pouvoir, cette mafia financière, quoi. Pour vous, c'est cette mafia financière qui veut cette guerre, qui cherche ce Moi, je l'ai bien prétexte. expliqué, hein, il n'y a plus de pouvoir politique dans nos États depuis longtemps. Ce sont des pouvoirs, qui sont des pouvoirs économiques, mais qui n'apparaissent pas au grand jour et qui tirent les ficelles sans jamais, avoir aucune responsabilité, à rendre aucun compte devant personne. Donc ils mettent en avant des pantins qui sont des pantins politiques, mais qui sont à leurs ordres. Donc oui, je parle de mafia financière. On est bien dans une mafia financière. C'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui ont les cordons de la bourse, c'est eux qui, maîtrisent les lois, qui sont pondues, c'est eux, qui mettent en place les pantins politiques enfin, je dirais, c'est eux qui finalement ont la maîtrise des armes en dernier recours puisqu'ils ont ils ont toutes les manettes en main, les manettes du pouvoir en main. Donc l'Occident, est toxique en fait. Il faut bien le Bien comprendre. sûr. Il n'y a plus de pouvoir Mais politique dans nos États, donc ce sont ces gens-là qui sont effectivement au pouvoir. mais Ils sont est-ce aux que ce qui manettes. se passe là justement, entre la Russie et l'Ukraine, ça peut ne pas être une forme de déclencheur sur une crise de régime en France? Je pense que ça va être un déclencheur ça risque d'être un déclencheur sur beaucoup de choses. La crise de régime en France, elle était déjà bien amorcée, par le Covid politique, l'épisode du Covid politique et puis, maintenant, la crise de régime, c'est la crise de régime, de la démocratie, occidentale, sous forme de capitalisme libéral. C'est ça la crise de régime, c'est pas lié à la France, c'est lié, à l'imposition d'un modèle, au niveau mondial, qui est un modèle d'hégémonie financière, bête, enfin bête et méchant, quoi. Bien Donc sûr. c'est un modèle qui n'en est pas un, c'est un contre-modèle puisque c'est un modèle qui crée le désordre. C'est le titre de 2 de mes ouvrages, «Les raisons cachées du désordre mondial». En réalité, ces raisons cachées, elles sont entièrement dans l'hégémonie financière, qui a pris le contrôle de l'humanité via, l'anonymat, les scènes politiques qui sont des scènes finalement, de show business, et puis, la déresponsabilisation.
Donc c'est ça qui est en jeu comme régime, qui peut être un déclencheur de changement de régime. Enfin, disons, derrière ces événements militaires, le changement de régime, si changement il y a, sera à ce niveau-là ou ne sera pas. Parce qu'évidemment, il y a plus d'un pays qui est concerné par ce problème. Mais on voit bien quand même que les populations contestaient de l'intérieur ces régimes, avaient déjà pris conscience qu'il y avait un problème. Donc je pense que, ça va être un bras de fer entre les populations et ceux qui ont accaparé le pouvoir et qui sont, hostiles aux populations, il faut le dire, hein. Je dirais que dans nos États et en particulier en France, on est bien servi de ce point de vue-là, ça fait longtemps que l'intérêt national, tous les dirigeants s'assiedent dessus, hein. Je veux dire qu'il y a C'est pas de ça. c'est plus à démontrer, quoi. Alors contre ça, vous lancez, Révolu droit. Alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors révolu droit, eh bien, c'est, l'aboutissement de toutes mes analyses. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai, déterminé qu'en réalité, il n'y avait plus de pouvoir politique, tout l'enjeu du sujet, ça a été justement de réfléchir à comment réhabiliter un pouvoir politique et réhabi la disons l'issue, de ces réflexions, s'est trouvée, être révolu droit. C'est-à-dire que j'ai réinvesti la politique dans les populations. C'est-à-dire que j'ai rendu à chacun, dans sa vie, quotidienne, sans faire d'efforts particuliers, une parcelle du pouvoir politique qui lui a été, volée finalement par les grands détenteurs de capitaux et qui lui a été volée de façon, sournoise, c'est-à-dire en mettant en avant, la démocratie et la séparation des pouvoirs, alors que ni l'un ni l'autre n'existait et en plus, comble d'hypocrisie, on a appelé ça république. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'imposture à tous les niveaux parce que, l'organisation du pouvoir dans nos régimes, n'a rien de républicain. C'est-à-dire, c'est absolument pas la chose publique qui est en cause, mais c'est au contraire l'accaparement au profit d'intérêts privés. Donc, d'avoir appelé ça République, c'est vraiment l'imposture de l'imposture, hein. Là, on est vraiment dans le summum euh, de la perte de sens des termes, des mots, des institutions, et puis du sens même du mot politique, puisqu'il n'y a plus de politique dans un tel régime. Il n'y a pas de politique au sens strict parce que les populations ne sont pas concernées par l'organisation de la cité. Elles sont concernées par le fait de valider un pouvoir qu'elles ont délégué à 100% sans même le savoir à des tiers qui ne sont pas des tiers Donc euh, donc ce serait la souveraineté au sincères, peuple? Le bien retour de la sûr. souveraineté au peuple? Ah, bien sûr. C'est pas le retour parce que je pense que ça n'a jamais existé, donc c'est enfin l'arrivée. Disons que, je dirais que dans cette organisation politique, la population récupère une part de pouvoir politique dans sa vie quotidienne et génère en elle-même le pouvoir de l'État. C'est-à-dire que, les fondamentaux, du pouvoir central, sont contrôlés et gérés, générés, initiés par les populations elles-mêmes et non pas par, des officines, opaques par les officines opaques que sont les partis politiques. Donc ce serait Voilà. révolu droit, c'est-à-dire révolution du droit ou révolution des droits? Ah, j'aurais peut-être, dû, dire évolue droit parce que révolution, vous savez, qu'une fois que vous avez fait la révolution, vous revenez au point de départ donc c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un peu ça quand même parce que je vous explique, heu, en fait, je reviens à la bifurcation qui a mal tourné. C'est-à-dire que révolu droit, la réforme des institutions portée par révolu droit, c'est fondamentalement, un retour historique sur ce qui n'a pas à la bifurcation initiale qui n'a pas marché et c'est un réinvestissement de l'histoire aussi, en particulier de la France, en, finalement, en assumant, les éléments qui fonctionnaient dans l'Ancien Régime et les éléments qui ont fonctionné dans le nouveau régime, qui n'étaient pas politiques, mais qui avaient quand même certains avantages, en particulier, le fait de voter pour des représentants, même si, je le sors totalement du contexte de la représentation parlementaire, mais il y avait quand même des choses qui étaient, qui ont permis, en tout cas, au moins, l'illusion de la démocratie. Mais si vous remettez ça dans un contexte où les gens sont eux-mêmes détenteurs du pouvoir politique, dans ces cas-là, ça reprend tout son sens. Donc c'est en fait une synthèse, sur les 1000 dernières années de ce qui a marché en France, tout en essayant d'évacuer ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire la déresponsabilisation, l'anonymat, la perte de sens, des mots, hein, des termes,
et puis un réinvestissement, des individus dans la vie politique, mais, sans avoir d'efforts particuliers à faire. Je dirais que, simplement le fait d'exister et d'avoir, par son existence, une activité sur cette terre, on est, déjà propriétaire, pas c'est pas propriétaire, c'est un mot qui est très mal choisi, mais on est détenteur d'une parcelle du pouvoir politique. Donc une forme de super état de droit. Bah, en tout cas, ça se conçoit comme ça. Alors, il est évident que je ne cherche pas à modifier l'âme humaine. Simplement, cette réforme des institutions permet d'éviter d'aller trop loin dans les dérives. C'est-à-dire que je réinvestis à tous les niveaux des contre-pouvoirs, ce qui a disparu totalement dans nos régimes politiques, puisque l'absolutisme financier que nous connaissons aujourd'hui est bien, bien supérieur à l'absolutisme monarchique qui a existé même, à des époques, aux époques les plus tenues, comme je pense à l'époque de Louis XIV. Mais aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ça. Donc et pourquoi on en est là? C'est parce que justement tous les contre-pouvoirs ont été supprimés. Alors l'idée de départ de cette réforme, c'est justement de réinvestir des contre-pouvoirs à tous les étages. C'est-à-dire que je ne peux pas être sûre que les groupements d'intérêts, par exemple, seront bien gérés par les personnes qui sont à l'intérieur. Mais si c'est vraiment mal géré et qu'il y a des, disons, des préjudices pour autrui, les gens qui subissent les préjudices peuvent aller se plaindre. Et à ce moment-là, on oblige ceux qui sont à l'intérieur à réparer le préjudice et à résoudre le problème. Donc il y a une interaction permanente entre les gens qui appartiennent à une structure juridique et la responsabilité qu'ils ont de gérer et d'autogérer cette structure. Et cette responsabilité, elle a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'elle a des droits et elle a des devoirs. C'est toujours pareil. Et la responsabilité vient du fait que les devoirs ne sont pas assumés ou en tout cas pas assumés à leur bon niveau à leur bon niveau tout simplement. Donc c'est le plus important, c'est de comprendre que en réalité, on ne change pas quand on travaille sur les institutions, on ne travaille pas sur, l'âme humaine. On ne peut je n'ai pas la prétention, de rendre les gens parfaits. En revanche, les graves dérives que nous connaissons aujourd'hui et qui sont liées aussi à des graves dérives personnelles ne pourraient pas se produire parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui sont organisés à peu près à tous les étages de cette réforme. Et par exemple, au sein des groupements d'intérêts, enfin, la plupart des groupements d'intérêts interagissent entre eux comme des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que, il ne pourra pas y avoir, je vous donne un exemple qui est d'actualité, mais de fusion comme il y a aujourd'hui entre les intérêts de la médecine et les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, parce que le laboratoire pharmaceutique, c'est un groupement, commercial, alors que la médecine, c'est un groupement, civique et qui va dans l'amélioration, disons du confort humain et qui n'appartient pas au même grand groupement d'intérêts et qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, qui ne répond pas aux mêmes exigences. Donc, Mais, si mais vous voulez, c'est là justement où j'ai trouvé l'originalité aussi de votre constitution, c'est qu'en plus d'être une constitution politique, c'est aussi un système économique. alors il y a pas, c'est pas, je réfute justement le terme de constitution parce qu'il faut bien comprendre la chose suivante, la Ou constitution est institution. née. Oui, la Constitution est née avec ce régime, parlementaire, assorti d'une banque centrale et d'une pseudo-séparation des pouvoirs qui n'existe pas puisque, vous savez que, toutes les institutions sont concentrées dans les mains du parti vainqueur aux élections législatives. Puisque le pouvoir exécutif est une émanation, de cette course, pour gagner le cocotier des élections législatives. Donc, on comprend bien que derrière, il y a le parti politique et ce parti ne supporte aucune séparation des pouvoirs puisqu'il est partout. Donc, la question que vous me posiez, pardon, j'ai. Bah, je disais que, j'ai dit constitution, mais peut-être que je devrais dire plutôt Ah oui, c'est ça. institutions, Oui, oui, sont et pardon, politiques, j'avais mais perdu aussi le fil. économiques. C'est l'originalité d'ailleurs. Oui, oui, ah, pas seulement, aussi juridique. Oui, alors je reviens sur Oui, le oui, bien terme sûr, et juridique. constitution. Donc la constitution est là pour organiser les pseudo-branches des pouvoirs qui sont séparés. Donc si vous revenez sur tout ça, vous réinstaurez un régime, très différent, il n'y a pas de constitution à proprement dire. Et puis, vous Hmm. savez, on a vécu des centaines et des centaines d'années sans constitution. On n'avait aucune raison pour que la constitution soit devenue tout d'un coup indispensable. En revanche, ce qui est indispensable, c'est l'organisation, des institutions. Ça, c'est vrai. Cette organisation est relativement spontanée puisque si vous allez sur mon site, vous verrez que, tout part de la base et que c'est la base qui génère en fait toutes les institutions. Mais néanmoins, il y a quand même des lignes,
des guides, qui permettent, d'atteindre l'objectif essentiel qui est de, retrouver du sens à la fois dans le droit et à la fois dans la de justice, parce qu'il n'y a pas d'État sans justice. Et ça passe par, la 1 le premier élément de cette, réforme des institutions qui s'appelle la Charte des valeurs intangibles de la France, dans lequel on établit de façon, définitive, le côté, intouchable, inviolable, de la personne humaine, et on établit, comme norme, au-dessus du droit positif, le droit naturel. Et les normes de droit naturel, elles sont de 2 natures. Elles sont, premièrement, au niveau des sciences, humaines, c'est-à-dire, tout ce qui est organisation de la société, elles relèvent de l'expérience, de l'expérimentation. Donc par exemple, l'exigence de contre-pouvoir au sein de l'organisation de toute cette réforme est une exigence de droit naturel. Vous voyez? Une autre exigence, c'est de dire que la monnaie ne peut pas être captée par des intérêts particuliers et en particulier par un intérêt de caste qui seraient les banquiers, ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les règles, de droit naturel, en matière de sciences humaines. Mais il y a aussi des règles de droit naturel qui sont relatives aux sciences dures et en particulier pour tout ce qui est biologie, tout ce qui est fonctionnement de l'univers ou, Bien sûr, de la ce qui terre, des était mers, des fluides, bien sûr, ce qui est immuable depuis depuis voilà, la alors création ça de la planète, quoi. mais ça, ce n'est pas, ces règles-là, elles dépendent en fait de l'état de nos connaissances. Donc ce sont des règles, qui ne sont pas, aussi intangibles que les règles en matière que les règles de droit naturel en matière, si vous voulez, de sciences humaines parce que, on n'a pas toujours le recul de l'expérimentation, de l'expérimentation, de longue durée, sur le temps long. Puisque souvent on a des connaissances qui sont issues de développement, technique ou, de connaissances, en matière de recherche qui sont récentes. Donc on reste toujours dépendant, quand on cherche à atteindre les droits naturels, de l'état de nos connaissances à un moment donné. Donc dans ce cadre-là, certaines règles de droit naturel sont évolutives parce qu'elles sont liées à l'état d'une société à un moment donné. Est-ce que c'est une façon aussi de tourner le dos, par exemple, à des visions idéologiques, progressistes, ou du genre, des choses comme ça qu'on veut Oui, imposer absolument. aujourd'hui, Alors, dans cette réforme, il n'y a aucune place à l'idéologie. On revient, au pragmatisme, au factuel et on revient au sens profond des choses, des gens, des institutions et de la disons oui, en fait, c'est le sens profond, de la vie sur terre et puis aussi, des exigences, des contraintes que cette vie impose, à la fois en termes individuels et en termes collectifs. C'est-à-dire que, vous comprenez bien que quand vous vivez en collectivité, vous devez faire, profil bas sur des intérêts individuels qui pourraient, empiéter sur ceux des autres. Pour rendre la vie, en commun viable, il faut, renoncer à certains excès individuel, donc il y a des contraintes à la vie, à des collective. excès inclusifs, par exemple? Non, mais il y a des contraintes à la vie collective, comme il y a des contraintes à la vie individuelle. Lorsque, vous arrivez sur terre avec certains sens, bah, si vous arrivez et que vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, parce que vous n'avez pas la même perception de votre environnement que, si vous ne n'étiez pas. De la même façon, c'est ce que j'appelle le pragmatisme, c'est-à-dire on fait en fonction des données qui existent sans chercher à trafiquer et à artificialiser tout le processus, de changement, quel qu'il soit. Vous voyez? On revient, à l'essentiel, qui est aussi la simplification, et ça fait penser aussi, toutes ces complexifications qu'on nous impose, existent aussi, évidemment en matière administrative. Il y a toujours des corrélations, quand vous commencez à développer des complications dans un domaine, vous vous rendez compte que tous les domaines sont concernés et donc bizarrement, si vous revenez Bien à sûr. l'essentiel, sur un domaine, bah, vous allez être, amené à revenir à l'essentiel sur tout et finalement vous allez avoir une vie qui est beaucoup plus simple à gérer, à la fois pour les individus et pour le groupe, c'est-à-dire pour le collectif et c'est-à-dire pour la nation. Parce que la nation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, c'est juste la capacité, à vivre en commun sur un territoire, déterminé. Mais est-ce que ces nouvelles générations sont prêts, par exemple, à abandonner, enfin, pas abandonner forcément, mais à avoir peut-être,
Parce qu'eux sont attachés à cette liberté individuelle, que ce soit de genre, Bah, vous savez d'inclusivité, toutes ces choses, Bah, vous savez, heu, après, il faut mettre des limites. Vous savez, comment dirais-je? C'est toute la le sujet de l'éducation et ça commence avec un petit enfant. Si un petit enfant, vous ne lui expliquez pas que pour vivre avec ses petits copains, bah, faut pas qu'il leur tape dessus toute la journée, bah, il ne saura pas, il leur tapera peut-être dessus, mais il aura pas de petits copains. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin de d'amis. Donc, bien en fait, sûr, c'est toute une question d'apprentissage. Alors il est vrai que nous avons désappris à vivre en commun de façon sereine parce que, nous avons été soumis à tout un tas de pressions et de dénaturation des intérêts, à la fois personnels et collectifs, qui nous ont été imposés par, des opérations psychologiques. Vous savez, c'est l'Empire britannique et si vous avez écouté un peu le grand jury, que, Rainer Fulmich, a eu l'excellente idée de convoquer, eh bien, vous vous rendez bien compte que cet empire britannique n'a cessé, depuis la fin du 19e siècle, à réfléchir à comment contrôler les cerveaux, manipuler les esprits, pour les rendre captifs et pour les rendre captifs, ça veut dire les isoler, de ce qui pourrait faire contrepoids à cette hégémonie. Donc les isoler, en matière de groupe, on casse tout esprit, collectif, on casse les familles, on casse y compris les individus, eux-mêmes, puisque aujourd'hui on en est à la théorie du genre qui est en réalité une façon de retourner l'individu contre lui-même, si vous voulez. On monte les générations contre les unes contre les autres, on monte, les sexes les uns contre les autres. C'est une série de divisions artificielles qui ont été artificiellement mises en cause et qui n'apportent aucun bien-être, ni à l'individu ni au groupe. Donc je pense que, finalement, revenir à quelque chose de un fonctionnement naturel ne devrait sans doute pas être si compliqué que ça, sachant qu'il y aura peut-être c'est effectivement, certaines concessions à faire, mais les bienfaits qui en ressortiront seront tellement, plus importants, à la fois en termes de bien-être, individuel et collectif, que finalement, ça ne sera pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est divisé et artificiellement divisé. On est divisé, tout est prétexte à la division. Les c'est vrai. idéologies, les religions, l'âge, le sexe, enfin, la c'est effarant quand on y réfléchit, c'est presque diabolique, hein, genre parce Mais qu'effectivement, avoir réussi ça l'est, hein. oui, absolument. Bah, c'est-à-dire ce qu'il est, c'est que, on a laissé, en fait, les mains libres à ces gens-là. C'est-à-dire on ne les a jamais attraits en responsabilité. Ils ont fait toujours leur, coup en douce. C'est-à-dire que, ils ont manigancé, la mise en esclavage, des individus, toujours, sous des prétextes fallacieux, en mettant en avant, qu'en réalité, il s'agissait d'acquérir des droits et d'acquérir du bien-être. Alors on voit bien où on en est, avec tous ces droits que nous avons Oui, acquis. Donc c'est l'individu roi, moi je veux dire, mais j'interroge c'est bien artificiel sûr, parce que l'individu roi, il n'existe pas, il est très malheureux en fait. C'est comme un enfant gâté, il est jamais heureux l'enfant gâté, il est très malheureux en fait, il est tout seul, et il est face au néant, et donc il fait des crises parce qu'il se sent très mal dans sa peau. Bah, là, on en est pareil, mais au niveau collectif, je dirais que c'est vraiment, concrètement, ouais. une situation dans laquelle, on est tombé on a été piégé, mais maintenant il est temps de se réveiller quoi parce que, bah, les pièges, leur vocation, c'est soit de nous tuer, Mais soit qu'on nous justement, sorte. Donc soit on reste au dans le piège et finalement c'est la mort, soit on en sort et dans ces cas-là, mais heu comment aujourd'hui on se réveille? Voilà, c'est le truc parce que moi j'ai lu votre constitution, enfin votre institution pardon, parce que j'ai la mon le charte champ des valeurs, lexical de la politique qui est resté en moi, et donc voilà, j'ai lu, Révolu droit, j'ai trouvé très intéressant et vraiment je souscris, mais comment on se réveille? C'est ça la chose parce que, on se réveille en comment on apprenant change comment ouais on change, on passe d'un état à un autre? et ben, Parce que c'est ça en en fait, fait la on peut pas solution de le la question. faire oui, on peut pas le faire massivement tout d'un coup. Il faut le faire petit à petit en réapprenant, la vie en commun, le sens de la vie collective et je propose donc pour le faire d'organiser des groupements d'intérêt. Ce qu'on appelle groupement d'intérêt, c'est-à-dire de se réunir par intérêt. Alors, c'est sur le modèle des corporations d'Ancien Régime, mais qui c'est largement, ça dépasse très, très largement le cadre des corporations, parce que les corporations, c'était,
ils ont réservé aux activités artisanales et éventuellement commerciales, mais c'était dans le domaine économique. Alors que là, je mets en œuvre ce système de groupement d'intérêt sur tout le type d'activités humaines, y compris les activités qui n'ont pas pour objectif de générer de l'argent, même si les gens qui travaillent dans ces groupements d'intérêt recevront évidemment une rémunération. Mais je dirais que ça dépasse parce que dans les 3 grands groupements d'intérêt que j'ai organisés, il y en a un qui a pour objectif de générer effectivement des bénéfices, c'est le grand groupement d'intérêt commercial. Ensuite, il y a le grand groupement d'intérêt civique les activités à l'intérieur de ce groupement ont pour objectif de générer du bien-être collectif, du lien social, de l'amélioration de la santé humaine en termes individuels et collectifs. Donc là, on retrouve la médecine, si vous voulez, de l'amélioration de la comment de la sensibilisation aux arts, du développement du corps par le biais du sport. Donc la connaissance de soi au sens intellectuel et au sens physiologique. Et puis le troisième grand groupement d'intérêt, c'est moral et spirituel. Donc là, c'est tout, ça permettra de réhabiliter et aux populations de réinvestir finalement le domaine spirituel qui a été tellement, tellement instrumentalisé, que ce soit les grandes religions ou les sectes, par justement le pouvoir en place, qui est un pouvoir hégémonique de type financier. Donc, je réhabilite en fait la vie en commun par le biais de ces 3 grands groupements d'intérêts. Et quand vous me dites comment on fait, eh bien en fait, comment on fait, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il faut que chacun accepte eh bien, de se réunir autour d'un centre d'intérêt. Ça peut être son métier ou ça peut être aussi un hobby et dans l'activité qu'il choisit, dans laquelle il choisit de s'investir, eh bien, il investira aussi, le phénomène politique parce que c'est lui qui gérera, ça sera son investissement personnel au sens du bien commun, en tout cas au sens disons du collectif, puisqu'ils auront, la charge à la fois de déterminer la définition de l'activité en question, de quoi s'agit-il? Et ensuite d'organiser, toute la gestion normative de cette activité, en fonction des besoins de et uniquement de ceux qui sont en cause dans l'activité. C'est-à-dire que personne ne pourra leur imposer des règles, absurdes ou, en tout cas, qui ne correspondent pas à leurs besoins, étant donné que c'est eux qui, en interne, en autonomie, géreront cette activité. Je mets 2 contraintes simplement à l'autogestion des groupements d'intérêt. C'est j'impose le principe de subsidiarité et j'impose le mandat impératif des gens qu'ils éliront, soit pour les représenter au niveau régional ou au niveau communal, soit qu'ils éliront à un poste particulier en fonction des besoins de leur propre représentation. Je pense par exemple à des postes qui géreront les juridictions, puisqu'ils auront des juridictions, ils auront la charge de régler les conflits à l'intérieur de leur activité et donc d'organiser les juridictions idoines adéquates qui permettront de régler au mieux et sans heurts particuliers, le plus, comment dirais-je? Sereinement possible, les conflits qu'ils pourront générer dans le cadre de cette activité. Mais est-ce que cette réforme des institutions, elle se ferait, par une prise de pouvoir ou doit-on ou peut-on le mettre en application dans une forme de monde parallèle par rapport à, enfin, pardon, de société parallèle par Ouais. rapport à, Oui, ce c'est qui ce nous que régit? oui, c'est ce que je préconise, Mike, pour la bonne raison, pour deux bonnes raisons. D'une part, je suis plutôt quelqu'un de pacifiste et pas du tout, révolutionnaire dans l'âme, mais c'est surtout le fait, aussi je suis quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire que, si vous imposez par la force, un système dans lequel les gens ne se sont pas investis, personnellement, préalablement, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut que les gens, se réhabituent en fait, et ça ne peut se faire qu'avec le temps. Ça ne peut se faire que, au fur et à mesure du temps, une fois que les gens auront bien compris, en fait, s'ils y arrivent un jour, ce que les enjeux qui sont derrière cette réforme des institutions, qui sont vraiment des enjeux, de démocratie,
Participative, parce que, ça générera, un régime que j'ai appelé un régime de méritocratie élective et vous savez, on m'a souvent interrogée, sur le fait: «Alors, et la monarchie, qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Eh bien, figurez-vous, j'en pense pas tant de bien que ça de la monarchie parce que, j'estime que, la dévolution successorale par lien du sang, n'est pas la chose, n'est ni adaptée à notre époque, ni pertinente de façon définitive parce qu'effectivement, si elle a certains avantages, notamment en termes de formation, du personnel, politique, eh bien, elle a aussi de graves inconvénients parce qu'elle impose je dirais une fonction, à des gens qui n'ont peut-être pas envie ou qui ne sont pas, en tout cas câblés ou pas, qui n'ont pas ce déterminisme au départ et donc ils ne rempliront pas bien cette fonction. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour, une population de choisir, ses représentants, de choisir ses chefs, plutôt que, ces derniers lui soient imposés, par des liens du sang ou par une dévolution, filiale ou de liens, de mariage. J'estime Bien sûr. que ça, c'est pas du tout adapté à notre époque, et de toute façon, profondément, je ne pense pas que ce soit quelque chose de pertinent. Je rappelle aussi que, toutes les grandes dynasties, hein, y compris, enfin, je pense, précisément aux dynasties monarchiques, eh bien, au départ, c'était des principes électifs et que je pense que ça aurait sans doute dû le rester. Bah, c'est pas faux. Mais peut-être aussi que le bon, c'était peut-être aussi une époque, bon, et puis aussi, il faut dire aussi, la République a dit beaucoup de choses fausses sur cette époque. Enfin, la République, Ah oui, oui, ce qu'on oui, ah appelle oui, aujourd'hui la bah, il y a eu République, des choses fausses, alors là, toute l'histoire est à revoir, hein, y compris l'histoire clairement. républicaine, hein, enfin. Mais aujourd'hui, on sait qu'on vient d'un État jacobin qui veut contrôler tout, qui veut contrôler même l'assurance maladie, enfin, veut contrôler Ah vos oui, vies. alors justement. Est-ce que cela permettrait justement à ces gens de créer leur propre société Oui, parallèle? oui, oui, absolument, justement, Mike, vous faites très bien de parler de ça parce que, au sein des groupements d'intérêts, ils auront, comme je vous l'ai dit, la responsabilité d'organiser donc la gestion des conflits, mais également la formation du personnel de chaque activité et la retraite et la prise en charge des accidents de la vie, du travail et cetera. Donc en réalité, tout cela sera très décentralisé, à la fois, en termes, géographiques et en termes, comment dirais-je? Quantitatifs et qualitatifs. Parce que tout sera, décentralisé dans le cadre de chacune des activités et tout sera décentralisé parce que, ça sera géré, sur le principe de la subsidiarité dans le cadre même de cette activité. Donc, en réalité, chacun des groupements d'intérêts aura, à déterminer, quel choix, de sécurité collective il propose à ses membres, que ce soit, collectif ou privé. Enfin, ça, c'est eux qui géreront en fait l'accès, à la fois, en termes de formation et en termes de retraite et de financement des accidents de la vie. Donc vous voyez que nous ne sommes plus, réellement dans l'état jacobin que vous décrivez, même s'il y a une centralisation, des pouvoirs, mais la centralisation ne sera pertinente que sur les pouvoirs qui le nécessitent. C'est-à-dire effectivement, si vous avez, l'armée, bah, il est nécessaire qu'elle soit organisée au niveau de la nation. Si vous pensez, aux grandes infrastructures, hem disons, en matière d'énergie ou d'équipement, je pense aux autoroutes, aux aéroports, aux ports, et bien tout ça, nécessite d'être géré aussi au niveau national. Tout simplement pour éviter par exemple que, on impose de 2 aéroports à 10 kilomètres d'écart parce qu'ils ne sont pas, prétendument situés sur la même commune. Vous voyez? Il y a des choses qui nécessitent une coordination, une gestion au niveau national et cette gestion ne sera réservée, enfin, qu'à ces besoins. Il n'y aura pas d'autorisation ou de décision au niveau national qui, implique, uniquement des compétences locales. Donc, on s'écarte de cet excès de centralisation qui n'a aucun sens, qui n'est là que pour, finalement, faire générer de la technocratie, donc, tout ça disparaît. En réalité, tout est géré au niveau où, ça aura beso où la gestion s'imposera. C'est-à-dire,
si par exemple, au niveau je pense par exemple, une commune qui aurait besoin, en tout cas, au sein d'un groupement d'intérêt enseignement, par exemple. On se rend compte que dans une commune particulière, une école a besoin d'être créée parce que cette commune s'est développée beaucoup les derniers temps et que si au départ il n'y avait pas d'école, maintenant il y en a besoin d'une. Et ben, c'est cette commune, enfin disons que c'est le groupement d'intérêt qui décidera au niveau local de créer l'infrastructure dont elle a besoin. Elle ne demandera pas d'autorisation particulière. En revanche, s'il y a des excès, c'est-à-dire que si une commune se met tout d'un coup à vouloir, enfin, si le groupement d'intérêt enseignement se mettait, je reprends le même exemple, hein, se mettait à vouloir, créer, 3 écoles d'un coup, tout ça pour avoir des pots de vin, et bien, si vous voulez, le maire serait un contre-pouvoir, dirait quand même: «On n'a pas besoin de tout ça sur la commune, ça va créer, des troubles pour la circulation, des habitants» ou je ne sais quoi, se plaindrait aux préfets qui seront en fait des nouveaux dominici, qui n'auront rien à voir avec les préfets que nous connaissons aujourd'hui, et ça remontera au chef de l'État, ça passera devant une cour de justice pour savoir si cette décision était pertinente et si des gens, il y a aussi des groupements d'habitants des communes au sein des collectifs citoyens qui peuvent porter plainte contre des décisions abusives qui émaneraient d'un groupement d'intérêt au niveau local ou au niveau régional ou au niveau national. Donc vous voyez, en fait, ce sont comment dirais-je? Il y a des contre-pouvoirs qui sont organisés à tous les étages qui font que, même si on ne prétend pas agir sur en tout cas rendre, vertueux tous les individus, nous, en tout cas, on organise, des contre-feux qui font que, le vice, ne puisse s'installer de façon trop, définitive et radicale comme c'est le cas aujourd'hui. Donc Mais c'est est-ce que vraiment l'État laisserait une l'existence forme de des dissidence? contre-pouvoirs. Pardon? Bien sûr, mais est-ce que l'État laisserait, prospérer cette forme de dissidence? Parce que c'est pour lui, ça serait une dissidence. Qu'est-ce que vous appelez dissidence? Bah, c'est-à-dire que pour lui, si vous me dites qu'on est dans une sorte de société parallèle par rapport, à ce qui Ah! existe, Ah oui, heu, l'installation de ça, bah, en fait, ça va se faire en oui, douceur, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'État d'accord, enfin, ne sera pas, pénalisé. L'État actuel ne sera pas pénalisé par, la création de groupements d'intérêt aujourd'hui. D'autant plus que ces groupements d'intérêt, au moment de leur création, n'ont pas tous les besoins et n'ont pas, leur premier besoin, c'est de définir leur activité, de trouver des adhérents et de se réunir pour discuter, de savoir comment ils vont s'autogérer. Donc ça va déjà prendre quelques années. Donc à partir d'un d'accord, certain moment de seuil critique, en fait, l'état actuel sera vidé de son sens et basculera tout simplement. Il n'y aura pas d'accord, de crispation particulière parce qu'en réalité, de la même façon que, j'ai élaboré, effectivement un renouveau, économique, qui tourne autour de la réinitialisation de la participation. Et vous savez que la participation, en fait, c'est pas, on ne renonce pas, réellement au capitalisme, mais simplement on met, sur un même, pied d'égalité, au niveau de toutes les décisions de l'entreprise, à la fois les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail. Donc on rééquilibre, en fait, les rapports de force profonds, internes aux entreprises et à la société. D'autre part, la participation, est, une entreprise qui peut avoir que deux trois structures, sur des localités différentes et ça s'accompagne d'une impossibilité, de création de très gros conglomérats économiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, sous prétexte d'anonymat et de déresponsabilité de déresponsabilisation des décideurs réels. Donc tout ça disparaît si vous voulez. Alors par exemple, si vous voulez créer une activité, au sein d'un groupement d'intérêt, beh, vous pouvez prendre une forme juridique qui existe aujourd'hui. Je pense, par exemple, ça pourrait être la SAS qui est avec, des statuts assez souples et puis, vous prenez le modèle de la participation que j'ai élaboré, dans le cadre de mon livre qui s'appelle «La nouvelle entreprise» et en fait, vous faites prospérer 2 structures l'une dans l'autre sans déroger aux structures légales, actuelles. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, incompatible et il c'est n'y une a pas façon de de sortir, c'est une façon de sortir du capitalisme financier et absolument et 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 venir le peut-être faire à en douceur, en fait. vers une social-démocratie peut-être?
J'aime pas trop le terme de social-démocratie parce que ça fait référence à des idéologies et moi, en fait, tout mon travail de réforme des institutions, a pour guide, en fait, le pragmatisme. Le pragmatisme du f Bien sûr. qui consiste à, réélaborer des règles de vie en commun. Donc je n'appelle pas ça social-démocratie, vous pouvez le penser si vous le voulez, mais, en réalité, ce terme-là est connoté. Je pense que ce que je propose est tellement nouveau, tellement un changement de paradigme qu'il ne peut pas être connoté dans le sens que vous employez. Oui, oui, bah, c'est vrai, parce que aussi les termes perdent de leur sens, et donc quand on dit social-démocratie, on pense tout de suite, à François Hollande, Ouais, à des en fait partis politiques allemands, des choses oui, comme non, non, ça, mais mais tout ça voilà, alors les partis politiques disparaissent, les voilà. gros conglomérats, les cartels, tout ça disparaissent, la déresponsabilisation, l'anonymat disparaît, la monnaie est totalement, réinventée, sur son modèle initial du reste, qui est un modèle, qui est le contre-modèle exact de ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Au départ, la monnaie, c'était un concept comptable, au service de la collectivité pour développer les échanges. Alors vous comprenez bien qu'on s'est quelque peu éloigné de cette définition. Donc, aujourd'hui, c'est, un service privé, donné par des intérêts privés pour développer les intérêts privés. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était au départ. Je réhabilite aussi le principe monétaire évidemment et cette monnaie, le franc, je réhabilite le franc, sera un franc composite, dont les différentes, parties seront, partiellement autogérées par les grands groupements d'intérêts, donc le grand groupement commercial, grand groupement civique et grand groupement moral et spirituel, avec une monnaie administrative qui s'appellera la monnaie gouv et qui sera gérée, elle, au niveau étatique, coordonnée par le ministre de la monnaie. Donc, si vous voulez, en réalité, il s'agit d'un véritable changement de paradigme. C'est la réalité, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette réforme Révolu droit. J'aurais pu l'appeler Évolu droit, mais je parle de Révolu droit parce que effectivement, on refait aussi un tour en arrière sur toute l'histoire qui a mal tourné chez nous, pour reprendre à la bifurcation, aux différentes bifurcations du reste, que nous aurions pu prendre et qu'on a oubliées entre-temps, mais qui permettent de retrouver le chemin de la civilisation que nous avons abandonné, gracieusement, sans même nous en rendre compte, à des intérêts privés, qui ne nous veulent pas du bien, qui ne veulent pas du bien, évidemment, aux populations. Alors qu'est-ce Aujourd'hui, qui je peut pense que ça devient assez clair. ah bah, c'est sûr, mais qu'est-ce qui peut garantir, que ça ne soit pas à un moment ou à un autre perverti? Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, parce que, enfin, je dis pas que ça sera perverti, mais vous savez, les gens, souvent les gens, ça c'est un truc que j'ai remarqué, lorsqu'ils sont dans l'opposition et lorsqu'ils commencent à avoir une forme de notoriété, je vois avec les gilets jaunes, je vois avec le pass, eh ben, change. Moi, je le Mmh, vois par exemple au niveau du pass, les gens changent, ils ont changé, ouais. certains leaders ont changé. Voilà, qu'est-ce qui garantit que voilà, ceux qui mettraient en application la réforme des institutions ben, resteraient les mêmes? Alors Mike, je vais vous répondre, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que, toutes ces institutions sont organisées, avec l'idée de contre-pouvoir. Donc même si les gens changent, ils seront limités par le fait que s'ils sont, des élus eh bien, ils auront un mandat impératif auquel ils ne pourront pas déroger, sinon ils seront limogés immédiatement. Parce qu'il y aura toujours des gens qui iront se plaindre et qui iront faire constater les dérives. Et puis, la deuxième chose, c'est que, les institutions, toutes les institutions sont dépendantes évidemment de la vertu et de l'implication des sociétés et des gens qui travaillent à l'intérieur. Vous pouvez avoir les meilleures institutions du monde, si elles sont, contrôlées par des gens vicieux, ça ne marchera pas. Et l'inverse est vrai aussi. Les pires institutions, si vous mettez que des gens vertueux, ils arriveront à trouver les marges de manœuvre qui feront que ça marchera. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la vertu collective. Enfin si, il y a une corrélation énorme entre la vertu individuelle, collective et le fait qu'une des institutions fonctionnent. Néanmoins, la seule chose qu'on peut faire, c'est garantir l'absence d'excès et c'est ce à quoi répond l'idée de contre-pouvoir. Donc c'est ce que j'ai mis en œuvre à tous les étages. Maintenant, les institutions sur la durée, toutes, et ça, il n'y a aucune exception dans toute l'histoire de l'humanité, elles s'usent. Donc en fait, on ne peut pas
faire une réforme des institutions en pensant qu'elle durera jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin de la planète Terre. Non, ça c'est de l'utopie. Non, non, bien sûr que non. Ces institutions, repartiront sur des bases, beaucoup plus saines que ce qui existe aujourd'hui, ce qui n'est pas difficile. Elles permettront au collectif de redémarrer et puis un jour, elles seront usées, elles ne seront plus adaptées au mode de fonctionnement de la société pour des raisons diverses et variées, notamment, les évolutions technologiques, notamment les évolutions comportementales, notamment, les évolutions tout bêtement, géographiques et surtout météorologiques. Donc en fait, on est lié, on est contraint par tout notre environnement. Si l'environnement, se met brutalement à changer, eh bien les institutions ne seront pas adaptées. Il est bien évident que je crée cette réforme des institutions, non pas dans l'idée qu'elles seront, valables pour jusqu'à la nuit des temps, mais qu'elles sont, absolument nécessaires et indispensables à mettre en œuvre aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, et qui nous permettra de récupérer, des marges de manœuvre politiques et surtout, de l'oxygène, une capacité à faire vivre le collectif, la nation. Donc c'est dans un contexte, conjoncturel, que des institutions s'inscrivent et elles s'inscrivent dans la conjoncture actuelle, bien entendu. Maintenant, je le répète, je ne prétends pas améliorer, le cœur humain. Les dérives, existeront toujours, mais elles seront empêchées d'aller trop loin, voilà. Et donc justement, ça dépend de la vigilance de chacun, de faire en sorte que si vous avez les outils, pour empêcher les dérives d'aller trop loin, eh bien, vous devez les utiliser. Et donc là et c'est un réinvestissement, ça aussi, c'est une réhabituer les gens, à pouvoir avoir de l'influence sur leur vie quotidienne et sur leur vie individuelle et collective. Et ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle ça va prendre un peu de temps. Les gens ne sont plus du tout habitués à ça, puisqu'ils sont habitués à n'avoir aucun pouvoir et donc à manifester, leur mécontentement, de façon, inadaptée, soit par la violence ou soit par la prostration. Donc en fait, il faut réinvestir la vie en commun et ça, c'est tout un travail qui ne peut pas se faire du jour au lendemain parce qu'en effet, on a tellement été, on nous a désappris, en fait, à vivre ensemble. Donc il faut réhabiliter le vivre ensemble et ça se fait par apprentissage et c'est la raison pour laquelle la mise en place des collectifs citoyens et des groupements d'intérêt, participe de cet apprentissage. Et il est très important de respecter le temps, pendant lequel les gens, vont apprendre à se réorganiser et vont apprendre à revivre ensemble dans ce contexte-là. Mais j'imagine aussi qu'il faudra substituer d'autres élites, une nouvelle forme d'élite ou une Bah, nouvelle oui, catégorie d'élite. bah, elle sera, déterminée, par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que vous comprenez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle élite n'en sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont, Bien sûr. ils sont, initiés de façon opaque, par des intérêts qui ne sont pas, les intérêts de la population. Donc là, Et à tout en partir du sachant qu'elles moment se reproduisent entre elles. en plus, donc oui, aujourd'hui, c'est le cas. Mais dans la réforme que je propose, ça ne sera pas du tout le cas. Donc ça sera même impossible. Peut-être que si, au moment où les institutions seront usées et qu'on en arrivera à cette reproduction systématique, il faudra à nouveau changer le système institutionnel. Mais ça ne nous appartient pas. Il faut déjà le mettre en œuvre et puis attendre qu'elle soit usée. C'est-à-dire que ça va bien prendre 100 ou 200 ans et puis après on verra venir. Nous, on sera plus là, hein, Mike. Donc pour l'instant, notre responsabilité à nous, c'est plutôt, d'essayer de sortir la tête de l'eau de cette imposture universelle dans laquelle nous vivons, réapprendre à vivre, ensemble, collectivement, pour former, un groupe cohérent et qui est capable de régler ses propres, soucis, en autonomie et sans, disons avec le plus de sérénité possible et puis, capable aussi de se défendre donc ça nécessite que la nation, le groupe collectif ne soit pas de taille trop petite parce que vous savez que, pour avoir discuté, avec certains membres de la City, je sais qu'eux préconisent small is beautiful, bien sûr. Parce que C'est plus vous vrai. êtes petit, moins vous êtes fort, moins vous êtes un opposant. Et c'est d'ailleurs la Mais, raison mais pour laquelle ils ont divisé pour mieux régner. Vous connaissez bien le problème. bien Donc sûr. l'idée, c'est de se réorganiser en nations et en nations de taille suffisante pour nous permettre, d'être cohérents et de se défendre. Parce que vous Mais savez, justement, la vie sur terre, vous, c'est de se défendre. évidemment, mais justement, vous souhaitez limiter la capacité de l'État parce que vous estimez que l'État aussi est une forme de nuisance. Mais n'est-ce pas justement une forme de libéralisme En fait, que de.
Je limite pas la capacité de l'État, je réinstaure l'État dans ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire, Essentiellement du régalien, c'est ça? un service public D'accord. au bénéfice du groupe entier. Donc, c'est ça l'État. C'est simplement la notion d'État aujourd'hui a été falsifiée comme la notion de monnaie. Tout est instrumentalisé au profit d'intérêts particuliers. Donc ce ne sont pas stricto sensu des États, auxquels nous avons affaire. Nous avons affaire à des États privés en fait. Donc il n'y a pas de notion de bien commun et ni d'intérêt commun derrière les États que nous connaissons aujourd'hui, ce qui est tout à fait, regrettable et qui n'est pas la fonction première de l'État, je le répète. L'État, en fait, c'est la forme juridique de la nation et la nation, c'est la capacité à vivre ensemble. C'est la cohésion du groupe, donc c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, ce que c'est qu'une nation, ce que c'est qu'un État. Mais quand vous parlez du modèle, spirituel, c'est-à-dire que, c'est revenir au sacré de la religion? C'est sortir de la religion de la laïcité pour revenir peut-être, à l'origine, catholique? Alors, revenir à l'origine catholique, Mike, étant donné, le constat, tragique que de décès de l'idée même du catholicisme, bon, on peut pas je ne me sens absolument pas légitime à imposer des règles du catholicisme actuel à, toute une population qui des par ailleurs, n'a pas cette culture, pour moi, si vous voulez, le religieux, ça reste dans la vie privée. Maintenant, il faut le rendre collectif à nouveau parce que tous les principes, des religions ont été instrumentalisés au profit de cette mafia financière et je pense à toutes les grandes re les 3 grands monothéismes évidemment qui ont été, in infiltrés de l'intérieur et instrumentalisés les uns contre les autres, hein. Donc ça, il faut sortir de ce dilemme. C'est un piège, en termes collectifs. C'est pas en prenant cette voie que nous allons sortir des graves, troubles dans lesquels nous sommes plongés. Donc ce n'est pas la solution, c'est pas d'imposer une religion au profit d'une autre. Non, ou d'imposer une religion sur les autres. L'idée, c'est comme toutes ont été instrumentalisées et finalement, déviées, hein, déviées de leur but de départ, eh bien, c'est de réinventer, enfin, ça va être aux gens de réinventer, de réinvestir, la spiritualité et puis on verra ce qui en sortira. Est-ce qu'il en sortira une nouvelle religion? On verra. Pour l'instant, moi, j'élabore un grand groupement d'intérêts, qui permet aux gens de se trouver, un sens, de trouver un sens à la société, à la civilisation et qui permet aussi d'échanger parce que, les groupements d'intérêts qui seront, à l'intérieur de ce grand groupement d'intérêts auront aussi la charge de discuter, comment dirais-je? De créer des liens, des passerelles, les uns avec les autres de façon à pouvoir, à nouveau discuter sans faire des attentats ou, sans, imposer sa volonté par la force. C'est aussi, permettre, à nouveau la discussion, constructive. C'est, permettre, aux gens de repartir de fondamentaux, que les infrastructures, religieuses actuelles ne permettent plus, auxquelles elles ne permettent plus d'accéder à mon avis, et c'est, réinventer un peu tout ça. Maintenant, il est clair que, dans les principes des valeurs intangibles de la France, quand je dis la protection de la personne humaine et de la vie, notamment en interdisant le brevetage du vivant, eh bien ça, il est clair que c'est des valeurs qui ont été portées par la religion catholique. Ça, c'est une évidence. Mais justement, on l'a un peu trop oublié. Mais je ne pense pas que les autres religions peuvent renoncer à cette valeur-là sous prétexte que la religion catholique avait travaillé sur ces sujets. Enfin, vous voyez, c'est quand même c'est là où je dis le droit naturel finalement va mettre tout le monde d'accord parce que, nous repartons sur des choses qui sont, des valeurs, intangibles de la vie sur terre et que les grandes religions, d'une certaine façon, ont également porté, toutes. Heu, voilà, donc je crois qu'il faut vraiment repartir du droit naturel, et non pas, imposer des dogmes qui se sont, accumulés, dans les religions, organisées, qui ont toutes été soudoyées, qui ont toutes été, corrompues, infiltrées et instrumentalisées pour ne pas dire,
elles ont complètement disparu ou voire elles se sont retournées dans le sens exactement inverse de leur trajectoire de départ. Donc, c'est dans ce sens-là où je pense Bien qu'il faut sûr. aussi apaiser un peu ces questions religieuses, mettre un peu de sérénité et d'échanges vrais. Mais est-ce qu'on est, en réalité, est-ce que nous deux, nous sommes majoritaires? Est-ce que les gens, vous avez parlé tout à l'heure de réveiller, dans vos écrits, vous dites que les gens sont quand même esclaves aussi. Est-ce qu'on est majoritaire? Est-ce qu'on pense ce que nous pensons, que la société est esclave, qu'elle n'est pas réveillée? Eh ben, est-ce que la majorité y croit? C'est ça le Non, truc. mais Je me pose cette question oui, parce c'est que une moi, bonne j'ai question. l'impression qu'on est un peu seul. Oui, 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 c'est vrai, Mike. Mais je pense qu'en plus, en arpentant toutes les manifestations comme vous le faites, vous avez un retour de terrain qui vous permet de penser ça. Mais je dirais qu'il y a 2 choses là-dedans. Il y a l'apparence et il y a la réalité. En apparence, vous avez raison. En réalité, les gens sont malheureux. Et vous savez bien que même avant, le covid politique, j'appelle ça comme ça, vous si vous me permettez, eh bien, la les Français étaient les principaux consommateurs de psychotropes au monde. Donc si vous ajoutez les psychotropes, la drogue et l'alcool, vous vous rendez bien compte que les gens ne sont pas spécialement bien dans leur peau. Parce que pour consommer tout ça, il faut quand même chercher à fuir quelque chose. Donc à partir du moment où, vous, réinstaurez un climat de confiance et un climat de sérénité collective, je pense que ces problèmes se régleront, hem, ça prendra sûrement un peu de temps, mais s'atténueront. En tout cas, ce toutes les crispations qu'on connaît aujourd'hui, spontanément, vont se dissoudre. Alors, ça ne se fera pas, une fois de plus, du jour au lendemain. Mais encore une fois, disons, c'est un exercice qui est à la fois un exercice individuel, mais qui est aussi un exercice collectif, de réapprendre à vivre en bonne entente avec d'autres gens. Et ça passe aussi par le fait d'apprendre qui on est, d'être capable d'identifier, quelles sont les contraintes, qui sont des contraintes, non négociables pour le groupe, enfin individuelles que on ne peut pas sur lesquelles on ne peut pas, revenir, pour, donner des accès au groupe. Et puis aussi, ça nécessite de comprendre que, si, ça vaut parfois la peine de faire, des petites concessions sur un intérêt personnel, pour finalement bénéficier du développement du groupe qui, nous apportera beaucoup de connaissances, de compétences et de bien-être en retour. Donc en réalité, c'est un apprentissage qu'il va falloir, réinvestir. Ça ne se fera pas encore une fois du jour au lendemain, donc c'est d'où l'intérêt de commencer, finalement, petitement par la création de ces groupements d'intérêts, la mise en commun des intérêts justement, savoir comment on peut, à nouveau les réinvestir. C'est un apprentissage, mais qui est nécessaire, mais et qui est indispensable en termes de temps aussi parce que, les gens ont tellement été, abîmés qu'ils doivent réapprendre qu'on peut aussi, vivre, un peu plus sereinement, à la fois avec soi-même et avec les autres. Alors, je Parce vais que je pense que montrer. ces consommations de drogue, de psychotropes et alors déjà on a été ciblés, hein, parce que la consommation de drogue, n'est pas arrivée par l'intention du Saint-Esprit. C'est bien des Sûr. gens qui ont organisé ces réseaux. Pour l'alcool, c'est exactement la même chose et les psychotropes, vous imaginez bien aussi que, il y a des grosses structures, financières qui sont, derrière, hein, et qui ont intérêt à nous vendre toutes ces cochonneries Bah, vous savez, il y et a des lobbies, il y a d'énormes lobbies déjà à l'Europe et je ferai bientôt une émission sur les ONG, américaines qui ont investi, l'Europe parce qu'elles sont mmh, excessivement puissantes mmh. et vous avez aussi des lobbies, au parlement, Alors et des cabinets conseils. Vous l'avez bien oui, vu là vous cette savez semaine, bien, Mike, les lobbies dont vous parlez, ça rentre dans le principe anglo-saxon de la soft law, et ils ont trouvé ce moyen pour influencer en fait les opinions, en se prétendant, indépendants de tout intérêt. Alors qu'en réalité, c'est juste l'inverse. Les ONG, ont toutes des intérêts, très bien ficelés et très opaques. totalement. Alors je vais montrer aux gens, voilà et vous allez me le commenter. Alors est-ce que vous le voyez sur votre écran? Oui, moi je le vois. Voilà, donc les J'imagine gens que le voient. Oui, les voilà. gens le voient. Alors, je vais remontrer.
Je le vois plus. Voilà, ça dure 12 secondes, hein, parce qu'il faut que je rappuie dessus. Alors, je ne suis Ah, pas un grand technicien, je suis vraiment désolé. d'accord. Voilà. Alors, si vous pouvez Ah peut-être bah, nous le la commenter, population, alors la population, bah, je l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous le commenter. La allez-y, population je remonte. s'organise en collectifs citoyens. Les collectifs citoyens, c'est au niveau de chaque commune ou au niveau de quartiers, hein, dans les grandes villes. C'est, un regroupement, finalement local, de gens, en physique. Et puis, le groupement d'intérêt, là, c'est un regroupement autour d'un intérêt particulier qui doit être défini. Alors ça peut être l'intérêt des cordonniers, enfin l'intérêt les cordonniers, par exemple, représentent un groupement d'intérêt, tous les métiers d'artisanat, les chanteurs, les danseurs, l'enseignement, comment dirais-je? L'industrie aussi, est un groupement d'intérêt, enfin même plusieurs parce que l'industrie, il y a plusieurs thèmes dans l'industrie bien sûr, Bien sûr. il y a l'énergie, il y a la fabrication Mais de est-ce que c'est tissus, une enfin bon, tout, façon, tout. euh, alors est-ce que c'est une façon de sortir justement ces groupements d'intérêt du parlementarisme et de ne pas avoir cette forme de pouvoir absolu? Ah bah, bien sûr, parce que parlementarisme, toute l'idée, c'est de renoncer au parlementarisme représentatif qui ne représente rien d'autre que les intérêts financiers, qui sont cachés et qui ne rendent de compte à personne. Non, bien sûr, l'idée, c'est d'anéantir ce parlementarisme représentatif et de se représenter, d'être représenté par le biais des groupements d'intérêt. Les corps intermédiaires seront ces groupements d'intérêt, et ce ne sera même pas des corps intermédiaires parce que ce sera les corps qui constituent l'État finalement. Donc c'est un changement de paradigme, une fois de plus, j'insiste. Et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai que, les mandats seront des mandats, impératifs, ce qui n'est pas possible dans le cadre du parlementarisme représentatif, puisque les élus pour lesquels vous votez sont chargés de créer toutes les lois possibles sur n'importe quel sujet. Vous ne pouvez pas limiter leur action. Ils sont chargés de créer des lois, de faire des lois, donc c'est une aberration. Donc, il est j'entends des gens qui disent: «Ah oui, le mandat impératif est interdit dans la Constitution», mais c'est pas tellement le problème. C'est que de toute façon, il peut pas être mis en œuvre. Il est impossible de le mettre en œuvre dans le cadre du parlementarisme, donc c'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est ce qui empêcherait du coup que ces groupements d'intérêt deviennent des lobbies en fait. Ah bah, bien sûr, bah, en fait, ça sera des lobbies, mais tout le bah, ce que vous appelez lobby, c'est, force politique. Alors, C'est effectivement, mais ça, ça sera ouvert et ça ne sera plus, détourné et caché, comme ça l'est aujourd'hui. Non, les forces politiques ne seront plus dans les seules mains des grands détenteurs de capitaux. Ça sera dans les mains des gens et de tout type de gens. Si vous êtes, parent au foyer et ben, vous créez le groupement d'intérêt parents au foyer et vous êtes un lobby, mais vous êtes un intérêt, un groupement d'intérêt et donc vous avez une représentation politique en tant que telle. Donc bien ça sûr. casse en fait, le principe du lobby, parce que le principe du lobby, c'est un principe britannique, hein, toujours dans le cadre de ce parlementarisme et tout ça, toujours pour donner le pouvoir aux principaux financiers, parce que c'est ceux qui ont le plus d'argent qui créent les plus gros lobbies, d'accord? Donc on en est toujours là. Donc là, en fait, c'est les citoyens qui redeviennent eux-mêmes des forces politiques. Donc en fait, c'est l'opposé exact du lobby, si vous voulez. Alors, j'imagine que non, là, nous avons 1000 personnes qui nous regardent en même temps. J'imagine que parmi ces 1000 personnes, nombre d'entre elles sont intéressées, par votre projet. Comment contribuer à ce projet? Comment pouvoir vous aider? Alors, bah, déjà, il faut, contacter enfin, faut se rendre sur le site Révolu droit. Déjà, il faut bien essayer, faire l'effort individuel de bien comprendre cette réforme, donc de bien lire une fois, 2 fois, 3 fois, pour bien s'imprégner des enjeux en termes de civilisation de cette réforme et ensuite de voir, de se poser la question de savoir à quoi, vais-je pouvoir être utile dans le cadre de cette, reformation politique. Alors, ça peut être, en créant ou en adhérant à un collectif citoyen, ça peut être en créant ou en adhérant à un groupement d'intérêt, ça peut être parce que, vous avez des compétences particulières, dans, par exemple, je sais pas, l'énergie ou alors, les grands, les grands les équipements, de type autoroute ou fabrication de ponts ou je sais pas quoi et à ce moment-là, vous, intégrez, en tout cas, vous pouvez travailler sur le contenu,
du secrétariat d'État aux équipements donc aux infrastructures de type national, qui vous permettront qui nous permettra d'avancer collectivement sur la définition, la détermination de ce qu'est cette réforme. Si vous, avez un métier que vous adorez ou un hobby particulier, bah, vous créez un groupement d'intérêt, relatif à ce métier ou à ce hobby et puis vous trouvez des adhérents. Vous allez, prendre votre petit bâton de pèlerin pour aller chercher, d'autres gens qui s'agrégeraient à vous et avec qui vous pourrez discuter du contenu même de cette activité. Voilà, donc ça demande un investissement, personnel à la fois en termes intellectuels et en termes, d'action. Donc il y a à la fois la réflexion au départ et l'action après, savoir dans quoi vous vous sentirez le plus adapté, pour participer à cette, grande réforme politique. Vous êtes nombreux actuellement? Il y a beaucoup de gens, mais je dirais que, on est encore, comment dire? C'est un peu désorganisé. C'est-à-dire que, c'est pas que c'est désorganisé dans l'idée, mais, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont un peu désespérés. Ils n'ont pas nécessairement fait ce travail de réflexion et de compréhension, de l'ensemble, donc ce qui fait que, c'est pas encore complètement, mature. Voilà. Les gens qui viennent à nous ne sont pas tous complètement dans un état de maturité par rapport à cette réforme. Alors certains le sont, hein, j'ai quand même des gens avec qui on va commencer à travailler sérieusement, mais je dirais que, pour les collectifs citoyens, il y a tellement d'initiatives de collectifs qui ont émergé, hein, avec cette crise du Covid, que les gens ne savent pas trop bien faire la part des choses entre les collectifs auxquels ils appartiennent déjà et les collectifs citoyens. Alors je viens préciser tout de suite, ça me donne l'occasion de le faire d'ailleurs, que, les collectifs citoyens de la réforme, en fait, s'inscrivent dans un ensemble, dans une recomposition de l'État et donc de la nation. D'abord de la nation qui se traduit juridiquement par l'État. Donc ça n'a pas de rapport avec tous les collectifs qui sont organisés aujourd'hui, qui sont des collectifs, conjoncturels, thématiques sur une donnée particulière, mais qui n'ont pas forcément vocation à exister sur toute la durée et dans un contexte cohérent. Donc là, c'est donner une cohérence juridique, structurelle à un ensemble d'initiatives personnelles. Donc il y a aussi ce travail de décantation entre, tous les collectifs qui existent aujourd'hui, et puis ce travail de réforme institutionnelle qui n'est pas tout à fait du même ordre, même s'il n'est pas incompatible, bien entendu. Mais il faut bien comprendre que les 2 ne se situent pas tout à fait au même niveau, à la fois politique et juridique. Donc ceci étant, les collectifs de la réforme n'ont pas besoin d'être structurés en association ou en GIE ou en n'importe quoi, n'ont pas besoin d'être structurés avec les formes juridiques que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont simplement besoin de se mettre en place dans un cadre déterminé, qui est le cadre, local. Et puis ensuite, les groupements d'intérêt, si vous avez bien compris, c'est un autre sujet parce que là, c'est s'organiser autour d'un intérêt, qui doit être défini, hein. Donc là, je travaille par exemple, avec un groupe sur la définition de la médecine parce que figurez-vous qu'il existe un délit d'exercice illégal de la médecine, mais qu'il n'y a aucune définition de la médecine en France. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Le concept même nous montre dans quel, type d'imposture nous vivons, hein, quelque part, ça revient aussi à ça. Et donc, une fois que ce travail sera élaboré, eh bien, on pourra, déterminer plus précisément ce que signifie le groupement d'intérêt médical, quelles sont les différentes ramifications, quelles sont les différentes branches, et cetera. Donc vous voyez, il y a tout un travail intellectuel à mettre en œuvre, avant de pouvoir, prétendre justement à la mise en œuvre de cette réforme dans son ensemble. Et moi, j'imagine que en fait, l'illégalité de la médecine, toutes ces choses, pour l'État, ça doit être, ne pas s'affilier à la sécurité sociale, hein. Vous les connaissez, vous Oui, savez enfin, comment ils sont, non hein. et puis pas Heu, dépendre, parce que, il faut pas confondre aussi, les groupements d'intérêt que je préconise avec les ordres professionnels actuels. c'est C'est ça, juste voilà. l'opposé. C'est l'exact opposé. C'est-à-dire que les ordres professionnels sont liés, au pouvoir exécutif, de l'État actuellement,
alors que mes groupements d'intérêt seront totalement indépendants et ils seront partie prenante de l'État parce qu'ils en seront une des composantes. Vous travaillez, Mais je non pense, pas avec des, sous le contrôle, vous comprenez? bien C'est le sûr, contraire, c'est l'État qui sera sous leur contrôle, donc c'est bien sûr, l'opposé exact, en fait. mais, j'imagine que vous travaillez avec je sais pas moi, des structures de gilets jaunes, des ou Ah, j'ai pas mal des structures travaillé si au départ avec les gilets jaunes constituants. On a élaboré, pas mal de concepts ensemble et puis après, bah, ils ont, vécu leur vie, de gilets jaunes militants, et moi j'ai vécu, ma vie de juriste, travaillante. Je sais pas comment dire. Donc, mais est-ce que tous on ces n'a pas. citoyens, on peut les rassembler tous enfin? Parce que Mais ça bien fait sûr, quand même beaucoup c'est de l'idée, c'est monde. ça, c'est de faire à nouveau nation, de refaire société. Bien sûr, l'idée, c'est de réunir, tous les citoyens et il n'y a plus, si vous voulez, la division de la société en castes, et en castes financières que nous connaissons, justement est battue en brèche par cette réforme et c'est aussi une réadaptation, des gens à être capables de reparler ensemble. Mais là, je dirais que le covid nous a beaucoup aidés parce que, on a vu des gens de catégories socio-professionnelles très variées se mettre à nouveau à communiquer, à discuter, ensemble, alors que rien ne les aurait, heu, amenés dans cette voie sans les troubles que nous avons connus. Tout simplement pour des raisons, heu, pragmatiques du type, bah, métro boulot dodo, vous partez le matin, dans votre boulot, vous fréquentez les gens, qui sont autour de vous au travail, qui ont à peu près les mêmes, de type de boulot de travail que vous, donc vous restez dans votre caste finalement et puis vous rentrez le soir, vous allez vous coucher, puis ça recommence le lendemain. Donc il y a aussi cette contrainte, de temps, qui fait que, les gens étaient un peu tunnelisés dans leur monde, sans, avoir vraiment conscience de la réalité du monde de ceux qui vivaient, une autre réalité à côté, en pouvant être leurs voisins immédiats du reste, hein. Donc cette division de la société en castes est en train d'exploser et ça, c'est une très bonne chose. C'est un effet, secondaire, un peu inattendu, mais très bénéfique du covid et effectivement, ma réforme des institutions disons, s'inscrit dans cette lignée, Alors de garderez-vous justement ce terme réforme? Parce que moi j'ai l'impression que ce terme réforme justement, est quand même rejeté, par les gens parce qu'on ils entendent toujours parler de réforme et pour eux réforme, c'est un droit acquis en moins. Oui, alors, oui, vous avez raison, mais bon, il faut raison garder. C'est pas parce que, cette réforme, est synonyme aujourd'hui de modernisation et donc d'esclavagisme, que, le mot n'a plus le droit d'exister. Alors je l'emploie dans son sens, réel, c'est-à-dire une reformulation, en fait, de toute notre vie politique, de toute notre vie juridique, de toute notre vie économique et de toute notre vie sociale. Alors je pourrais, appeler ça comme ça, mais c'est un peu plus long et ma foi, si vous voulez, devenir ambassadeur de la réforme, ah oui, parce que nous recrutons des ambassadeurs. Une fois que tous les gens qui sont intéressés et en tout cas qui auront bien compris le fonctionnement et l'idée, de cette réforme, eh bien, sont invités à en devenir les ambassadeurs, c'est-à-dire à Je la crois que faire vous avez connaître. un manuel aussi. Vous avez aussi un manuel, je crois, On a où des allez-y, allez-y. pas vraiment un manuel, mais on a, des explications sur la réforme qui permettent de la comprendre et ensuite de s'en faire le porte-parole, sans trahir évidemment ses fondamentaux. De toute façon, les fondamentaux resteront sur le site, donc ils ne sont pas vraiment, je veux dire, tout le monde peut s'y référer. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question-là. Si des gens veulent les détourner, ben, ils auront toujours affaire au site qui existera toujours. Donc, finalement, enfin, sauf grand cas de troubles au niveau des communications électroniques, mais dans ces cas-là, on rentre dans d'autres sujets. Et puis, de toute façon, les gens qui connaissent la réforme ont pu imprimer par écrit, et je les invite tous à le faire du reste, parce qu'on ne sait jamais quand même, tous les documents qui sont impliqués dans le site, de façon à pouvoir les avoir chez eux et à y réfléchir et à pouvoir travailler avec, même si jamais nous avions une disparition du site ou je ne sais quoi encore, de cette nature. Donc c'est un travail, personnel d'investissement, mais à mon avis qui en vaut, vraiment la chan enfin
qui aura des bénéfices tout à fait formidables. Donc, j'invite quand même les gens à faire cet effort. Et puis, à devenir ambassadeur une fois, si la réforme leur plaît et s'ils ont bien compris le sens profond des choses, disons, nous contacter pour éventuellement devenir ambassadeur. Ambassadeur, ça veut dire s'engager à faire connaître la réforme dans leur cercle immédiat ou plus lointain, ou même à l'international, parce que je le répète, cette réforme a été conçue pour la France, mais c'est en fait un mode d'emploi de la réinitialisation politique et il est applicable partout sur terre. C'est-à-dire qu'il Ah, ça veut est dire que adaptable, vous il travaillez est aussi avec des structures adaptable, étrangères. oui, il est adaptable à toutes les situations parce que c'est quelque chose de souple et qui peut se formuler de façon différente en fonction de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, de l'histoire religieuse, de l'histoire sociale, de l'histoire même des contraintes géographiques et des contraintes en termes de climat qui peut. Donc, c'est un mode d'emploi en fait. Souvent, je dis, c'est un peu comme des Lego ou des Caplas, c'est-à-dire que vous avez le modèle et puis vous en faites ce que vous voulez avec des Caplas ou des Lego. Vous pouvez fabriquer, je ne sais pas moi, une maison, vous pouvez fabriquer un avion ou un bateau et et ça sera pas le même résultat, hein. Vous avez les mêmes, Alors, quand vous dites réinitialisation, hein, ça n'a pas de rapport avec le grand reset, hein. Je ah bah non, préfère si, c'est préciser. l'opposé. Oui, oui. Voilà, Ah c'est bah si, voilà. ça a un rapport parce qu'on repart de zéro, mais ça a pas de rapport parce que le grand reset, en fait, c'est pas une réinitialisation, c'est une, mise en évidence, officielle d'une réalité qui existe déjà depuis très, très longtemps. Donc la réinitialisation, elle est simplement ça s'appelle plutôt l'officialisation, à mon avis. Alors que là, Voilà, il s'agit vraiment d'une véritable réinitialisation, parce que, ça fait réémerger le fait politique au détriment de ce fait financier finalement. Donc, je dirais que le terme réinitialisation est beaucoup plus adapté à mon projet qu'au projet du Grand Reset, qu'au ouais, projet de Davos, qu'au projet de bien Davos, sûr, bah, je qui préfère faire cette s'appelle grande précision pour pas que les gens officialisation. se trompent, hein. Voilà, parce que vous savez, voilà, Ah bah, ils le font exprès, hein, ils utilisent des mauvais termes pour mettre dans la tête des gens, comme quand vous appelez voilà. notre régime politique république, c'est une escroquerie. Bah, là, c'est pareil, parler de réinitialisation alors qu'en fait, ils ne réinitialisent que l'apparence, bah, c'est une escroquerie quelque part, hein. Ils devraient appeler ça, grande, officialisation. Totalement. En tout cas, merci beaucoup, chère Valérie Bugaut, d'avoir passé encore cette soirée ensemble. Les gens vraiment ont apprécié ce live. N'hésitez pas à aller sur révoludroit.fr. Voilà. Euh, cette institution, cette réforme d'institution, pour moi, elle est très intéressante et vraiment, je ne l'avais pas lu d'aussi brillante depuis fort longtemps. Et je vous remercie vraiment d'avoir rédigé cela. Voilà, je vous invite tous à aller sur révoludroit.fr. Merci encore, chère Valérie. Et vraiment, mon antenne de Planète 360, Gérard Info, mon Twitter et tout ce qui s'ensuit vous est ouvert, évidemment. Mille merci Mike, mille merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de développer cette réforme et puis, on vous attend en tant qu'ambassadeur, pourquoi pas? Ah bah, ce sera avec très grand plaisir. Ah bah oui, Merci mais beaucoup. oui, rapprochez-vous de nous et on essaiera de faire ça, ça serait formidable. On serait très Bah, très heureux. bien. Bah, moi de même. Passez une bonne Merci soirée. Mike, bonne soirée, au revoir.